Alors, merci de l'invitation, d'abord. C'est toujours super agréable de venir discuter ici. Il y a toujours des choses très très variées. Donc, c'est toujours avec grand plaisir. Et là, j'en profite parce que je prends ma casquette d'enseignant. C'est super intéressant ce que vous avez montré comme résultat. Alors les gens ne sont pas au courant, mais il y a une grande réforme du deuxième cycle des études médicales où la simulation va être au cœur de l'enseignement. Et donc, je pense que c'est réellement une chance de développer ce genre de choses. Et au préalable, de savoir vraiment ce qu'on fait, ce qui n'est pas tout à fait évident. Alors, on m'a posé une question autour du vaccin. Alors, je pensais que j'avais 30 minutes. Je viens de voir que j'ai 20 vu 50 diapos, ça m'a fait peur, ça. Ne t'inquiète pas, je vais sauter beaucoup de choses. Voilà. Donc, je l'ai mis sous forme de question, puisque c'était plus pour savoir s'il y avait une problématique autour du parcours. Est-ce qu'on avait un parcours vaccinal ? Je vais faire 2 préambules très rapides, mais vous les lisez. La question de la vaccination, c'est à la fois un enjeu individuel et collectif. Vous savez tous que on choisit en fonction, individuellement, en fonction du rapport bénéfice-risque vis-à-vis d'un processus. Ben là, c'est facile à comprendre. C'est facile de se regarder en face et de se dire j'ai plus envie de ça ou pas, mais de temps en temps, c'est difficile. Alors, c'est encore plus difficile en tant que médecin, en tant que soignant, de comprendre la politique vaccinale, parce que la politique vaccinale va analyser le rapport risque, donc la maladie et ses complications, sur le rapport bénéfice-risque du vaccin lui-même, et il va mettre tout ça dans un intérêt individuel par rapport à un intérêt collectif. Et la politique vaccinale, ce n'est que le résultat de ça. Je vous explique par avance pourquoi c'est incompréhensible. Deuxième message que vous devez avoir en tête, mais que vous connaissez, mais je ne vais pas aller au-delà, c'est l'impact des maladies à prévention vaccinale. Je dirais qu'aujourd'hui, on parle de la grippe, on parle du pneumocoque, on parle du zona, il y a la coqueluche, il y en a d'autres avec des vaccins qui arrivent, avec des vaccins qui changent. Mais l'impact des infections, au même titre, je pense que l'insuffisance cardiaque, c'est beaucoup plus important que juste la vision que j'avais quand j'étais jeune infectiologue et pas encore formé à la gériatrie, où il y a un début, il y a une fin. Mais en fait, il y a un début et il n'y a pas de fin. Il y a un impact qui va jusqu'à plusieurs années après un épisode infectieux et c'est partout. Alors, poursuivre, ça va être, est-ce qu'il y a un rationnel pour un calendrier vaccinal du senior ? En fait, on parle du senior, mais je pourrais vous dire, le calendrier vaccinal, il est très mal présenté parce qu'en fait, on a tous déjà commencé notre calendrier vaccinal. Et on devrait avoir des rencontres vaccinales avec nos professionnels pour ça. Alors, le rationnel, quand même, c'est de dire qu'on se projette de plus en plus tôt avant la diminution. Je ne vais pas parler d'immunosénescence, mais il est clair qu'on allègue au vieillissement physiologique. Moi, je ne sais pas ce que c'est le vieillissement physiologique, mais en tous les cas, au vieillissement, on allègue une diminution des capacités immunitaires. Et en fait, plus que les diminutions des capacités immunitaires, c'est une diminution de la réponse vaccinale. Et c'est basé là-dessus qu'on dit qu'il y a une vraie diminution des défenses. Et donc, il y a une diminution des réponses vaccinales. Et donc, vous voyez qu'on a une augmentation des risques globalement, en rouge, et puis une diminution des efficacités. Donc, on pourrait se dire que si on va ici, donc si on vaccine un petit peu plus tôt... une petite flèche, normalement. Pardon ? Oui, pardon. Donc, si on est un petit peu plus précoce, eh bien, on pourrait peut-être avoir quelque chose. Alors, je vais passer parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais vous voyez, quand on parle de l'efficacité en berne, en fait, si vous êtes peut-être un peu loin, mais ça varie de 50% d'efficacité, voire même un petit peu moins. Vous avez les résultats annuels qui sont donnés. Des fois, c'est moins de 30% d'efficacité de certains vaccins antigrippaux, jusqu'à 70-80% d'efficacité vaccinale. Donc, il y a déjà, quand on dit c'est une efficacité en berne, on pourrait presque dire, mais en fait, ça dépend aussi des vaccins. D'accord ? Et puis, si vous regardez, par exemple, ces données-là, sur la diphtérie avant une révaccination, sur le pertussis avant une vaccination,
on revaccine les gens et ils sont pratiquement à 100%. Donc finalement, c'était une population là sur une étude qu'on avait faite qui était relativement jeune, hein, ça fait 65-70 ans en moyenne. Mais si vous regardez les dernières données sur le zona, qu'on n'a pas encore, hein, je vais en reparler 2 secondes, vous regardez en fonction de l'âge, c'est au-dessus de 80 ans, le nouveau vaccin qui n'est pas encore disponible, anti-zona, 90% d'efficacité. Donc, quand on dit que l'efficacité est en berne, en fait, c'est très variable. Donc, l'immunosénescence, oui, mais pas complètement. En fait, ça dépend vraiment et du type de maladie et du type de vaccin qu'on met en place. Alors là, on ne voit pas. Mais retenez bien de cette chose-là, c'est que oui, il y a un rationnel pour avoir un vaccin et un programme vaccinal tout au long de la vie et dès l'âge adulte. Donc, ça veut dire à la fin du calendrier vaccinal en tant que parent, vous devez avoir en tête que vous-même, vous devez être dans un calendrier vaccinal particulier. Et maintenant, on va regarder un peu vaccin par vaccin avec des petits rappels sur lesquels certains je vais sauter parce que vous êtes certainement au courant, les principaux. Alors, le calendrier vaccinal, il dit DTP, c'est un rappel tous les 10 ans à partir de 65 ans. Donc, vous avez un calendrier qui est fait. La grippe, c'est une dose annuelle. On ne dit pas laquelle ni rien. Le zona, c'est une dose unique, mais seulement entre les 65 et 74 ans. Ça, c'est nos recommandations françaises. Pour le pneumocoque, alors, vous voyez, là, ça commence à être compliqué. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais c'est pour certains patients à risque élevé et ça dépend puisqu'on a 2 vaccins et on a un schéma. Et puis pour la coqueluche, on est dans des personnes à risque. Hein. Pneumocoque et coqueluche, ce sont pour des vaccins qui ne sont pas en population générale, pas pour tous les sujets âgés, pour les... j'ai bien dit, j'ai lâché le mot, j'ai plus dit les sujets vieillissants, nous, hein, sur un calendrier à l'année, je dirais tout au long de la vie, mais avec une tranche d'âge. Et à partir du moment où on fait ça, on se trompe. Alors, quels sont les vaccins ? Je vais faire des rapides rappels. Les vaccins antigrippaux, c'est le trivalent, et puis maintenant, le quadrivalent. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une meilleure... pas le temps de tout vous expliquer, mais globalement, en rajoutant une souche, on a plus de chances de couvrir l'ensemble des souches qui vont parcourir notre hiver. Hein. À chaque année, on doit déterminer ces souches vaccinales. Alors, il est vrai que le vaccin antigrippal, c'est un des meilleurs exemples pour dire qu'il y a une moins bonne réponse. Ça, c'est très très clair. Il y a une moins bonne réponse. Plus on vieillit, moins on a une réponse efficace. Et on a inventé des choses. Alors, le trivalent intradermique, le trivalent haute dose et maintenant le quadrivalent haute dose. Alors, celui-là, on ne l'a pas encore. Par contre, le trivalent, on a juste le quadrivalent normal dose. Le haute dose devrait arriver. Les hautes doses devraient arriver. Et ils sont intéressants parce que ils ont montré une meilleure efficacité. Comment ça se passe ? Donc jusqu'au trivalent, historiquement, et c'est pareil maintenant pour le quadrivalent que vous allez avoir cette année, c'est ça, les 4 souches qui vont être couvertes cette année, avec un vrai changement sur les souches H1N1 et H3N2. Vous allez avoir ce nouveau vaccin cette année. Ce qu'on sait, c'est que la réponse immunologique est plus faible, et la tolérance, par contre, est très bonne. Donc, quand je vous disais, on doit penser vaccin en fonction de la quantité de la maladie, la gravité de la maladie et le rapport bénéfice-risque, certes, il n'est pas très efficace, mais la tolérance est très bonne et c'est une maladie qui est très fréquente et très grave. Donc, finalement, en termes de santé publique, on a certainement un intérêt. L'efficacité, vous voyez, c'est pas terrible quand on fait tout l'ensemble, c'est 37%. Quand on va regarder le haute dose bientôt, voilà, ça c'est déjà un résumé de 3 études, on rajoute 24% d'efficacité par rapport à ça. Donc ça veut dire que même chez le sujet âgé, on arrive petit à petit à, je dirais, être 1 sur 2. Alors 1 sur 2, il faut se dire que c'est variable. C'est un message que je rajoute. C'est variable d'une saison à une autre, d'une région à une autre. Donc, il faut faire très attention quand on lit les rapports d'efficacité vaccinale. Mais retenez à peu près ça comme chiffre. En ce qui concerne le pneumocoque, alors c'est encore plus simple puisque là, on en a 2. Et historiquement, donc un 23 valences et un 13 valences. Le conjugué est considéré comme plus efficace, plus immunogène
et donne une immunité, on va dire, plus de groupe. Pourquoi ? Parce qu'il a une efficacité sur les muqueuses. Et comme il y a une efficacité sur les muqueuses et il diminue la transmission, eh bien, on a pu voir qu'il y avait une immunité de groupe et qu'en vaccinant les enfants, on avait déjà diminué de 15% les pneumonies chez le sujet plus âgé. Le polysaccharide dit qu'il avait une efficacité modérée, mais quand même, il y avait une seule étude qui avait montré qu'il avait une efficacité dans les EHPAD. Donc, on continuait à vacciner. Néanmoins, la grande étude qui a été faite, qui s'appelle CAPITA, a montré une efficacité sur les pneumonies invasives à moins de 75%, diminuant de 75%, et sur les autres pneumonies de moins 45%. Donc, on est arrivé après, je dirais, des années de discussion au sein du bénéfice, risque, coût, efficacité, etc., à déterminer une stratégie que je vais vous montrer. Et globalement, les deux ont une bonne tolérance. Donc, vous voyez, encore une fois, quand il y a une bonne tolérance, c'est des vaccins qui sont très surveillés. Quel est le schéma actuellement en France ? Avant de regarder le schéma, c'est pour des patients normalement immunodéprimés ou non immunodéprimés, mais ayant une cardiopathie, une insuffisance respiratoire, un asthme, une insuffisance rénale, une hépatopathie chronique, un diabète, etc. Ce qui fait que moi, quand je regarde dans mes unités, c'est 85 à 90% des gens. Donc, peut-être, et ça c'est le premier message subliminal dans un parcours, peut-être qu'il faut peut-être pas apprendre tout ça par cœur. Bon, je ne vous ai pas mis la liste des immunodéprimés parce qu'il y a à peu près, il y a de quoi être déprimé. Ça fait une centaine de choses et donc personne ne les apprend et donc personne n'a l'opportunité d'y penser à un moment donné. Le schéma vaccinal, finalement, il est assez simple. Il faut se dire que c'est d'abord du conjugué et ensuite du 23 valences. Pensez que ça, 8 semaines après, on peut faire un 23 valences. Ne pensez que ça. Et si toutefois les gens disent qu'ils ont été vaccinés, mais ça c'est... Vous allez voir, c'est rare. Eh bien, à ce moment-là, il y a un schéma particulier. Donc, retenez 13 valences puis 23 valences. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça changera au fur et à mesure des évolutions dans les années qui viennent. En ce qui concerne le Zona, on a aussi 2 vaccins. Mais en fait, non, on n'a pas 2 vaccins, on n'en a qu'un. C'est le vaccin vivant atténué, le Zostavax, qui est recommandé depuis 2015, qui avait une efficacité de 50% sur l'incidence, de 60% sur les douleurs post-ostériennes et de 50 à 70% sur la dépendance fonctionnelle associée aux douleurs post-ostériennes. Il y a une réelle diminution d'efficacité sur l'incidence chez les plus de 75 ans qui a fait qu'il n'y a même pas eu d'analyse coût-efficacité chez les plus de 80 ans en France. Dans d'autres pays, il est recommandé dès 50 ans. Et chez nous, il est recommandé entre 65 et 74 ans, sur une idée de coût, exclusivement de coût. La même chose pour le vaccin antipneumococcique, c'est une analyse de coût qui fait qu'on pense qu'on dépensera trop d'argent si on vaccine tous les 65 ans ou tous les 75 ans contre le pneumocoque. Il y a un deuxième qui va arriver d'ici quelques années, Shingrix, qui est beaucoup plus efficace puisque lui diminue l'incidence du Zona de 90%, tout âge confondu. Mais il est non disponible. Et là, ça va mettre 1, 2, 3 ans, alors qu'il a une AMM européenne. Vaccin coqueluche, alors là, c'est la stratégie du cocooning. Et donc, c'est à vous de savoir si, en tant qu'arrière-grands-parents, ils voient ou ils ne voient pas leurs arrière-petits-enfants. Et là, à ce moment-là, il va falloir penser. Vous voyez, je ne vous parle pas tout de suite de parcours, mais vous voyez déjà la complexité dans lesquelles on rentre si on veut imaginer toutes les opportunités, entre guillemets, qu'on devrait avoir, qu'on a, pour vacciner quelqu'un, mais toutes les choses auxquelles il faut penser. Et ça complexifie, alors que c'est un acte simple, l'acte de vaccination. Donc, il y a une question qui reste, étant donné que l'épidémiologie de la coqueluche est par vague. On est dans une vague qui devient creuse. Il y a 4-5 ans, on était dans une vague assez haute qui faisait qu'il y avait eu des épidémies en EHPAD. Et puis, comme le vaccin antigrippal ne marche pas bien, comme la coqueluche, ça se transmet très facilement, on a des recommandations pour les professionnels et on a quand même, et c'est la seule vraie étude, les seules vraies études randomisées qui démontrent l'efficacité du vaccin antigrippal des professionnels pour diminuer la mortalité chez les individus à risque ou à haut risque de complications, ça a été fait en EHPAD. 3 études randomisées qui le montrent, dont une en France. Elle diminuait
de 17% la mortalité. Diminuer de 17% la mortalité. Je ne vais pas faire l'affront à Olivier de lui demander combien d'années de statine on doit prendre pour diminuer de... Non, mais c'est ça. Et là, c'est one shot, comme on dit en anglais. C'est juste psac. Pas besoin de regarder l'observance après. Alors, quelles sont les couvertures ? Si je vous dis ça, ça veut dire ça doit être bien. C'est un truc efficace, c'est facile à faire. C'est une injection de temps en temps. Hein, c'est 3-5 ans pour le pneumocoque. On ne sait pas encore le rappel, mais globalement, on fait... Allez, cet hiver, j'en vois un. Je fais la grippe plus le pneumocoque. Je peux même faire le zona un petit peu après. Enfin, on verra. Pas le pneumocoque, mais un petit peu après. OK, ça fait 2 consultes. 8 semaines après, je fais le deuxième pneumocoque. Et là, je suis tranquille pour 1 an pour la grippe et pour 3 à 5 ans pour le pneumocoque. Voilà, donc c'est super facile. Et là, vous diminuez de 17, 15, 20, 30% la mortalité de vos patients. C'est pas mal. Je ne parle pas des autres impacts, parce que c'est trop facile. Alors regardez, je n'ai pas parlé du DTP, mais globalement, voilà, quand on fait les études sérologiques, on est à moins de 60% globalement de couverture. Quand on regarde la grippe dans la communauté, on est passé en dessous de 50%. Alors, moins d'un patient sur 2 est vacciné et le vaccin marche 1 fois sur 3, 1 fois sur 2. C'est-à-dire que si vous voyez 4 vieux dans la rue, il y en a éventuellement un qui va être protégé. C'est grâce à nous. Par contre, en EHPAD, on travaille bien. 90%. On travaille bien pour les résidents. On fait des standing orders, c'est des ordres permanents et ça vaccine. Les professionnels, voilà, je mets moins de 30%, mais alors il y a une grande variabilité. Ça va de 0% à 80%. Et ça dépend des programmes et de l'investissement des gens. Mais en moyenne, on est à moins de 30%. En médiane, on est aux alentours de 20%. Pour le pneumocoque, on est en dessous de 20%. Et encore, le pneumocoque, on a un suivi. Et pour le zona, 3 ans après la mise en place, on ne sait pas en fait. Ça, c'est des données d'un laboratoire. C'est le laboratoire qui les donne parce qu'il n'y a même pas de surveillance. C'est fabuleux. Alors, quels sont les freins ? Alors, j'ai un frein ici et un moteur ici. Il y a eu des centaines d'études, on en a fait 2 ou 3, nous. Il y a des centaines d'études sur ça. Quel que soit le vaccin, pneumocoque, zona, etc., on retrouve à peu près ces facteurs-là absolument régulièrement. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est avoir été conseillé par un professionnel de santé, ça motive un vieux à être vacciné, ça paraît complètement fou. Et ce qui est un frein, ne pas avoir eu de conseil. C'est pas bête, ils disent, s'ils m'en ont pas parlé, c'est que ça doit pas être bien. Parce qu'il m'a parlé tellement d'autres choses. Et donc, quand il en entend parler après, il est réticent. C'est normal. Et puis, parce qu'on est champion du monde de foot, si je me rappelle bien, mais seulement depuis peu, et 2 fois. Deux fois. Alors là, on est champion du monde tous les ans. Ça s'appelle la défiance vaccinale. Et quand on pose la question dans le monde entier, la même question, est-ce que les vaccins sont sécures ? 41% de la population française dit non. Alors, quand on fabrique un vaccin anti-pneumococcique pour 3 millilitres, même pas 2 millilitres de vaccin, pour une injection, la fabrication de ça commence aujourd'hui, on est le 2019, le vaccin sera mis en circulation dans 2 ans. Toute la technicité qui va, les contrôles qualité, etc., c'est 2 ans. Pour construire un Rafale, 6 mois. Donc, vous voyez la différence technologique ? Pourtant, on a plus confiance en nos Rafales. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme cible ? Alors, il y a des facteurs socio-démographiques, c'est sûr, je viens d'en parler, on doit travailler dessus. L'idée, ce serait de dire on peut simplifier les schémas. Peut-être qu'en faisant une rétro-information aux professionnels de santé, à la fois des couvertures et du réel impact des maladies infectieuses à prévention vaccinale, peut-être ça ferait. Si tous les ans, Santé publique France ne mettait pas un petit encart en disant il y a eu 300 hospitalisations en réanimation cette année, 900 cas graves de grippe. C'est la communication sur France Inter, grande radio française que j'adore, mais ils disent ça et en même temps ils disent il y a eu plus 20 000 morts cette année.
Alors, les gens qui étaient en réanimation, c'était des jeunes, c'était des cas graves, et les morts, c'était des vieux, ça ne devait pas être grave. Mais c'est ça la communication, il y a un vrai problème de communication autour de ça. Donc, il y a certainement beaucoup de problèmes organisationnels, je vais y revenir. L'engagement politique, je viens de le dire, c'est aussi de la com. Et puis, l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, c'est vraiment un problème de culture. On a un problème pour se dire, on peut protéger les autres. Alors, je lance en anglais, Call for Action. Où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un papier donc, que j'avais repris d'un collègue italien. Mais les deux choses importantes, c'est l'éducation et la communication. On doit aller vers cette éducation et cette communication sur l'ensemble des choses. Alors, qu'est-ce qui existe? Rapidement, vous avez les fameux rappels, collectifs ou individuels. Mais il y a une Cochrane qui a été faite là-dessus, ça marche. C'est-à-dire qu'on envoie un papier, certes, mais si on fait un rappel, si on fait un rappel téléphonique, si on fait un rappel individualisé par une seconde lettre, on rajoute plus 24% en moyenne, quel que soit le pays, quel que soit le vaccin. Donc ça marche. C'est juste un problème organisationnel qu'il faut régler. Là, c'est juste pour vous montrer, je passe très vite, mais globalement, ils regardaient en Europe quels étaient les éléments de promotion vaccinale. Alors, est-ce que c'était gratuit? Est-ce qu'on le proposait le lundi? Est-ce qu'on le proposait le samedi? Est-ce qu'on le proposait à domicile? Etc. etc. En fait, on s'apercevait qu'il n'y avait rien qui marchait vraiment bien tout seul. Et que c'était de construire un programme complet qui permettait de... Et les trois choses les plus importantes, c'était de monitorer les couvertures vaccinales, c'est-à-dire alerter la population vis-à-vis de ça, envoyer des lettres individuelles et être gratuit. Donc c'est une très bonne étude, c'est un des plus grands épidémiologistes allemands qui l'a faite et qui est gériatre en plus, qui a beaucoup travaillé. Alors oui, mais les meilleures associations sont en France. On a toutes ces associations-là et on s'aperçoit qu'il y a quand même des couvertures vaccinales qui diminuent. Donc il y a une autre chose à faire. Alors je passe sur le Japon, mais c'est une étude randomisée qui montre l'efficacité de l'augmentation des couvertures vaccinales quand on propose le vaccin en pharmacie, quand on éduque les gens en pharmacie, c'est-à-dire soit comme administrateur de l'injection, soit comme éducateur à la vaccination. Et là, pareil, on augmente de 10-20%. On augmente. C'est pas qu'on pique du boulot au docteur, ce que j'ai entendu une ou deux fois. Donc, aux États-Unis, ça existe à peu près juste depuis 25 ans. En Angleterre, ça existe aussi depuis longtemps. Et ça existe tellement bien aux États-Unis qu'ils le font pour le Zona et le pneumocoque. Ils commencent à le faire. Donc ça marche. Et là, c'est le résultat de... vous voyez, on est vraiment en retard. En France, on est très glorieux parce qu'on commence à le faire. On est à faire des Cochrane et des méta-analyses dans le monde pour montrer que ça marche foncièrement et on multiplie par 2 les taux de vaccination. Ça, c'est le résultat. J'ai piqué ça à un collègue président de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes sur la première expérimentation qui avait eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes et ils avaient réussi à faire en officine près de 100 000 vaccinations. C'est pas mal quand même, 100 000. Alors, cette année, ça va être toutes les régions, c'est étendu à la France entière, et on verra. Enfin, je vais vous donner un exemple, et ça va prendre 3 diapos, de dire comment la politique vaccinale peut changer quelque chose. Vous avez vu ce que nous, on fait sur le Zona. Donc, nous, on a décidé de recommander le Zona. Alors, en Angleterre, ils ont mis un peu de temps, mais un petit peu moins que nous, mais ils ont décidé de faire des... Donc le comité de vaccination a dit il faut vacciner, mais c'est 18 ans. D'accord ? Ils ont réglé aussi le problème comme ça, parce que c'est coût économique, c'est plus intéressant. Et depuis 2013, ils mettent ça en place. Et ce qui va vacciner, c'est le médecin de santé primaire au moment où il donne le flu shot, la vaccination antigrippale, pardon. Avec des mesures incitatives plus financières pour donc une espèce d'objectif de santé publique. Super. Qu'est-ce qu'ils font ? En un an, ils passent de 0% à plus de 60%. En un an. Nous, on a mis 15 ans pour faire 0 à moins de 50% juste pour la grippe. Mieux, ils s'aperçoivent, au bout de 3 ans, qu'il y a une diminution. Ils prennent toutes les surveillances d'incidence et ils publient dans un petit journal qui est le Lancet, Public Health, ils publient les résultats
de l'incidence du zona. C'est-à-dire que non seulement ils ont surveillé les couvertures, mais ils ont surveillé l'incidence du zona dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils constatent? Diminution du zona supérieure à ce qui était attendu. Près de 60%. Qu'est-ce qu'ils constatent? C'est qu'il y a une diminution de la douleur post-zostérienne de près de 70%, supérieure à ce qui était attendu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ça va pas, parce qu'on le fait, on n'est pas assez incitatif. Donc, ça, c'était dans tous les journaux anglais dans la semaine qui a suivi la décision. Donc, c'est l'engagement politique. Hein. Vous savez que les journaux ne sont pas indépendants quand même. Donc, engagement politique fort. Dans tous les journaux, il est dit, maintenant, on va offrir le vaccin contre le zona toute l'année, pas seulement au moment, parce qu'on sait que c'est très efficace, mais qu'il y a une diminution de la couverture et c'est dramatique. Donc, vous voyez la différence d'engagement politique là-dessus. Donc, pour dire, en take-home message, je dirais, oui, il faut un calendrier vaccinal tout au long de la vie. Quel est le parcours? Je vais vous en reparler. On a besoin d'une politique vaccinale engagée, ça c'est sûr, qui allie tous les acteurs, ceux qui produisent le vaccin, ceux qui le vendent, ceux qui l'injectent, ceux qui le reçoivent, bien sûr, avec une rétro-information de tout le monde, sur le plan éthique, sur le plan, des effets adverses, bien sûr. Mais quand on est là, en face, tous les jours de nos patients, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, je pourrais parler de l'HAD, je pourrais parler de l'hôpital de jour, je pourrais parler du MCO, je pourrais parler du SSR, tous les outils qu'on a en gériatrie. Il y a une seule chose à penser. C'est quand on voit un patient, c'est de se demander s'il a jour de ses vaccinations. Et puis la deuxième chose, parce que ça, ce sera non, c'est de lui proposer la vaccination. Et là, j'attends vos questions. Mais c'est ça. Et c'est un vrai changement de culture, c'est de le faire à chaque fois. L'efficacité sur les professionnels, elle est modérée quand il y a des programmes uniques. Donc moi, ce que je conseille, c'est pas à pas mettre des petits bouts tous les ans, de la rétro-information, du suivi, et puis au fur et à mesure, aller faire des programmes d'information et d'éducation. Voilà, je vous remercie, et avec cette belle phrase.